Et voici l'été de 10 minutes chroniques, la saison des nouvelles, jusqu'au 25 août. Souvenirs du temps futur par William Ratigan. Quand nous étions petits, il ne restait que quelques squelettes dans notre coin du Nouveau-Mexique. La majorité avait été emportée. À chaque fête de l'indépendance, les grandes personnes venaient de kilomètres à la ronde pour en tirailler un et le traîner jusqu'à parfois 10 chariots accrochés les uns derrière les autres pour transporter ce chargement. C'était il y a longtemps, et l'on nous tenait éloignés. Mais je me rappelle le singulier mélange de fêtes patriotiques et de rites religieux. Les psaumes et le cidre âcre régnaient sur toute la journée, qui se terminait par un Alléluia hurrah quand les conducteurs faisaient claquer leurs fouets, tandis que les bœufs tiraient sur leurs joues et que les roues des chariots grinçaient et roulaient vers l'ouest. Je me rappelle encore arrière-grand-papa dans son costume de bure noire d'édile du village, planté au milieu de la route, brandissant un poing comme une souche d'arbre, sa barbe hirsute, ses yeux d'un bleu dur. Et tandis que la poussière rouge s'élevait sous les roues des chariots, sa voix aussi montait, jusqu'à ce qu'elle tonne et provoque une réponse des hommes en veste de peau frangée et des femmes en calicot. « La rouille, c'est le sang! La rouille, c'est le sang !» Mon père et Simon Black, impassibles, se tenaient toujours à l'écart de la foule et chuchotaient. J'avais l'impression curieuse qu'ils regrettaient de voir partir les squelettes. Notre cabane en rondin n'avait pas de fenêtre, mais le soleil d'août filtrait par la porte et sur la table où ma mère posa le gâteau, le jour où je soufflais 16 bougies, en disant adieu à mon enfance. Elle me donna un baiser pour la tendresse et une Bible pour l'éducation. Le cadeau de mon père était un couteau de chasse martelé dans sa forge. Arrière-grand-papa descendit du fenil avec un arc de la taille d'un homme. J'en éprouvai la tension. « D'ici 1 an, tu le plieras en 2 et tu enverras une flèche droit dans un bison, dit-il. » Mon père, comme la plupart des forgerons, avait une réputation d'homme paisible et aimable. Il nous étonna en grondant. « S'il n'y avait pas de fanatiques comme toi, le monde aurait quelque chose d'un peu mieux qu'une arme d'Indien. » Arrière-grand-papa répondit que les choses pourraient être pires. « Il n'empêche, dit-il, que tu as aidé Simon Black à fabriquer un autre métier à tisser pour sa femme et ses filles. »« Et alors, rétorqua mon père, les métiers à main sont autorisés. Il y a une différence entre la lettre et l'esprit, supposons. Nous n'avons pas besoin de supposer. » Et un orage s'amoncelait sur le front de mon père. « Ton propre fils. Nous savons que tu as condamné à mort ton propre fils, mon père. » J'entendis le petit cri de ma mère étouffé dans son tablier, et je vis la douleur fermer un instant les yeux d'arrière-grand-papa. Ce fut tout ce que j'entendis. Ils me chassèrent hors de la cabane et la tempête de mots s'estompa, tandis que mes pieds nus s'enfonçaient dans la chaude poussière du sentier de la rivière. La dispute des grandes personnes devait être oubliée, puisqu'on me permit d'aller vers l'ouest avec arrière-grand-papa par la diligence ce soir-là. Mon premier voyage. 3 jours de chaos à couper le souffle dans des virages au bord de précipices, 3 jours de vitesse vertigineuse au fond des canyons. Arrière-grand-papa semblait d'humeur à plaisanter. Comme il me fit rire en me racontant que jadis, il avait parcouru la même distance en 3 heures. Le Grand Canyon était notre destination. On m'avait dit que là-bas je recevrais réponse à toutes mes questions. Nous arrivâmes à la taverne de la Mule Rouge, tard dans la nuit, louâmes des chevaux de Vacher le lendemain matin et allâmes jusqu'au bord. Un soleil impitoyable brûlait les parois et les gouffres. Je retins ma respiration. Au fond, à perte de vue, il y avait les squelettes. Des bataillons et des armées de squelettes. Des forêts et des océans, un cimetière de géants. J'étais debout sur un rocher en forme de parapluie et je regardais jusqu'à ce que mes genoux se dérobent. « La rouille, c'est le sang, » me dit arrière-grand-papa, assis à côté de moi, « et leurs os ne blanchiront pas. » Il commença à raconter l'histoire. Il lui fallut toute la journée, parce que nombre de ses expressions devaient m'être expliquées.
Il fallut toute la journée, mais je n'eus pas faim un instant. Je n'eus pas soif. Au cours de ce que nous appelons maintenant l'âge des ténèbres, dit arrière-grand-papa, nous avons maîtrisé l'eau, nous avons enchaîné la foudre, capturé le vent, commandé à l'univers de faire nos 4 volontés. Nous pensions être les maîtres, nous avons appris que nous étions esclaves. Les machines nous ont volé nos emplois, notre vie. Elles ont provoqué des crises, nous ont poussés à la guerre. Arrière-grand-papa n'avait pas 20 ans quand le mouvement révolutionnaire prit naissance dans un monde brisé par les guerres et la perte de la foi religieuse. Un descendant de Henry Ward Beecher tonnait le mot d'ordre du haut de sa chair. « L'ennemi, c'est les machines, pas les hommes !» Des révoltes suivirent tout autour du globe. À New York, les employés de bureau jetaient les machines à écrire et les comptomètres par les fenêtres des gratte-ciel. À Détroit, les ouvriers d'une chaîne de production devinrent fous furieux. Les ménagères de Londres, armées de marteaux, envahissaient les grands magasins. Cela devint une croisade, dit arrière-grand-papa. Les différends entre les nations étaient oubliés, tandis que nous combattions l'ennemi commun, les machines. Nous détruisions les plus petites. Les plus grandes furent anéanties en arrachant leurs soupapes de sécurité. Il y avait toujours la mort lente, sans huile, sans graisse. Elles n'avaient pas de cœur, vois-tu, pas d'âme. Et si nous ne les avions pas abattues, nous aurions perdu la raison. Nous la perdions, comprends-tu? Nous aurions pu détruire toute vie dans notre folie, mais nous nous sommes tout de suite débarrassés des bombes A et des bombes H. Alors nous avons compris que nous étions en sécurité, et nous avons invité les autres nations à apporter leurs sacrifices au Grand Canyon. C'est un bon endroit pour un pèlerinage. Si un fleuve met 1 million d'années à se tailler un passage dans le rocher, est-ce que l'homme, au cours de sa seule existence, aurait le droit d'avoir autant de puissance et d'avantages? Je contemplais le champ de bataille de Rouille et l'interrogeais. J'imaginais le massacre d'armées de dragons mécaniques et des tours de Babel appelées villes, frappées par la confusion des langues, et je vis les fantômes des voitures sans chevaux et des chariots ailés. Ça nous a coûté, me dit arrière-grand-papa. Des millions de gens ont été incapables de survivre sans leurs machines. Certains ont essayé de les reconstruire. Ton propre grand-père est devenu un traître. En qualité d'édile, j'ai signé son arrêt de mort. Je contemplais le cimetière des machines qui défiait l'imagination. La rouille était bien du sang. Les yeux blessés d'arrière-grand-papa sondèrent mon visage à la recherche des pensées qu'il dissimulait. Nous sommes passés d'un extrême à l'autre. Nous en sommes revenus au cadran solaire et aux chandelles. Mais il n'y avait pas d'autre moyen. Comprends-tu ce qui serait arrivé si nous n'avions pas fait ce que nous avons fait ? Demanda-t-il, et sa voix se brisa. Comprends-tu ? Et je comprenais. Mais je me rappelais comment mon père et Simon Black s'étaient toujours tenus à l'écart de la foule le jour de la fête de l'indépendance. Et je savais que désormais, je me tiendrais à leur côté. Et je pensais que nous pourrions réussir. La rouille pouvait être effacée, et le sang aussi. Et cette fois, ce serait différent. C'était Souvenirs du temps futur de William Rattigan, paru en octobre 1952 aux États-Unis dans le magazine Thrilling Wonder Stories, publié en France en 1978 dans le recueil Les meilleurs récits de Thrilling Wonder Stories, édition J'ai lu. Leçon d'histoire d'Arthur C. Clarke. Personne ne se rappelait quand la tribu avait commencé sa longue marche. Les vastes plaines ondulantes qui avaient été sa première patrie n'étaient plus qu'un rêve à demi oublié. Depuis de nombreuses années, Shan et son peuple fuyaient dans un pays de collines basses et de lacs étincelants, et maintenant les montagnes se dressaient devant eux. Cet été-là, ils devaient les franchir pour gagner les terres du sud. Il y avait peu de temps à perdre.
La terreur blanche qui était descendue des pôles, écrasant en poussière les continents et gelant jusqu'à l'air, était à moins d'une journée de marche derrière eux. Shan se demandait si les glaciers pouvaient escalader les montagnes, et il osait entretenir au fond de son cœur la petite flamme de l'espoir. Peut-être se révélerait-elle une barrière contre laquelle même la glace impitoyable s'acharnerait en vain. Dans les territoires du Sud dont parlaient les légendes, son peuple pourrait trouver enfin un refuge. Il leur avait fallu des semaines pour découvrir un col offrant un passage à la tribu et aux bêtes. Vers le milieu de l'été, ils avaient campé dans une vallée solitaire où l'air était léger et où les étoiles brillaient d'un éclat inconnu. Et puis Shan leva les yeux vers le sud et tout espoir l'abandonna. Car là, au bord du monde, scintillait cette lueur mortelle qu'il avait si souvent aperçue au nord, le reflet de la glace au-dessous de l'horizon. Il n'y avait pas d'issue devant eux. Durant toutes les années de fuite, les glaciers du Sud avaient avancé à leur rencontre. Bientôt, ils seraient écrasés sous les murs de glace mouvants. Les glaciers du Sud n'atteignirent les montagnes qu'une génération plus tard. Au cours de ce dernier été, les fils de Shan transportèrent les trésors sacrés de la tribu dans le tumulus solitaire dominant la plaine. La glace qui avait jadis étincelé sous l'horizon était maintenant presque à leurs pieds. Le printemps venu, elle se briserait contre le rempart des montagnes. Personne ne comprenait plus les trésors à présent. Ils appartenaient à un passé trop lointain pour l'entendement des hommes de ce temps. Leur origine se perdait dans les brumes enveloppant l'âge d'or, et personne ne raconterait jamais comment ils étaient tombés entre les mains de cette tribu errante. Car c'était l'histoire d'une civilisation passée, enfuie sans espoir de retour. Jadis, toutes ces pitoyables reliques avaient été vénérées pour une bonne raison, et maintenant elles étaient sacrées, même si leur signification s'était perdue depuis longtemps. L'impression des anciens livres s'était effacée depuis des siècles, bien qu'une grande partie du texte restât lisible, s'il y avait eu quelqu'un capable de le lire. Mais bien des générations étaient passées depuis que l'on avait eu besoin de suites de logarithmes à 7 chiffres, d'un atlas du monde et de la partition de la 7e symphonie de Sibelius, imprimée selon la page de garde par H.K. Chu et fils dans la ville de Pékin en l'an 2371. Les vieux livres furent respectueusement déposés dans la petite crypte bâtie pour les recevoir. Puis ils furent rejoints par une collection de fragments disparates, de la monnaie d'or et de platine, un téléobjectif cassé, une montre, une lampe à lumière froide, un microphone, la tête d'un rasoir électrique, quelques lampes radio miniatures, les épaves laissées quand la grande marée de la civilisation avait reflué à jamais. Tous ces trésors furent soigneusement rangés dans leur dernière demeure. Le dernier trésor était une boîte de fer ronde, plate, d'un très grand diamètre, comparée à sa profondeur. Elle était hermétiquement scellée et faisait du bruit quand on la secouait. Les légendes de la tribu prédisaient qu'une catastrophe se produirait si jamais elle était ouverte, et personne ne savait qu'elle contenait une des plus grandes œuvres d'art datant de près d'un millénaire. Le travail était terminé. Les deux hommes remirent en place les lourdes pierres et descendirent lentement de la montagne. Jusqu'à la fin, l'homme avait songé à l'avenir et tenté de préserver quelque chose pour la postérité. Ainsi, hiver après hiver, la bataille se poursuivit, et le grondement des avalanches, l'écrasement des rochers, les explosions de la glace brisée emplirent l'air de leur fracas. Aucune guerre de l'homme n'avait été plus furieuse que celle-ci, et même les batailles de l'homme n'avaient pu entièrement ravager le globe comme l'avait fait celle-ci. Enfin, le raz-de-marée de glace commença à se calmer et à couler lentement le long des flancs de la montagne qu'il n'avait pu complètement submerger. Les glaciers avaient trouvé plus fort qu'eux, mais leur défaite venait trop tard pour l'humanité. Ainsi s'écoulèrent des siècles, et finalement un événement survint, qui doit se produire au moins une fois dans l'histoire de chaque monde de l'univers, tout isolé et lointain qu'il fût. Le vaisseau de Vénus arrivait 5000 ans trop tard, mais son équipage l'ignorait. Alors qu'il était encore à plusieurs millions de kilomètres,
ses télescopes avaient vu l'immense linceul de glace qui faisait de la Terre l'objet le plus brillant du ciel après le Soleil. Ça et là, la surface étincelante était rompue par des taches noires, révélant la présence des montagnes presque enfouies. C'était tout. Les vastes océans, les plaines et les forêts, les déserts et les lacs, tout ce qui avait été le monde de l'homme était scellé sous la glace, peut-être pour l'éternité. Le vaisseau se rapprocha de la Terre et se plaça sur une orbite à moins de 1500 kilomètres. Pendant 5 jours, il tourna autour de la planète, tandis que les caméras enregistraient ce qu'il restait à voir et qu'une centaine d'instruments recueillaient des renseignements qui donneraient aux savants de Vénus du travail pour de nombreuses années. Un peu plus tard, le vaisseau vénusien quitta son orbite et plongea en diagonale vers la Terre, vers une chaîne de montagnes qui se dressait encore fièrement au-dessus des glaces et vers un tumulus de pierres grises que le temps avait respecté. Les Vénusiens ont découvert les objets sacrés que les Terriens ont laissés à l'éternité. Plus tard, leurs scientifiques sont rassemblés pour un symposium au bord de la mer. Les savants se prélassaient, reposant à demi dans l'eau, leur beau corps reptilien brillant au soleil. Les plus grands esprits de Vénus s'étaient réunis sur cette plage, venant de toutes les îles de la planète. Ils ne savaient pas encore ce qu'ils allaient apprendre, sauf que cela concernait le 3e monde et la race mystérieuse qui l'avait peuplé avant la venue des glaces. L'historien était debout sur la terre ferme, car les instruments qu'il désirait utiliser n'aimaient pas l'eau. À côté de lui se trouvait une grande machine qui suscitait de nombreux regards curieux de ses collègues. Elle avait nettement un rapport avec l'optique, car un système de lentilles se projetait en direction d'un écran de tissu blanc éloigné d'une dizaine de mètres. L'historien prit la parole. Il récapitula brièvement le peu que l'on avait découvert sur la 3e planète et ses habitants. Il mentionna les siècles de recherches vaines qui n'avaient pas permis d'interpréter un seul mot des écrits de la Terre. La planète avait été habitée par une race d'une grande habileté technique. Cela au moins était prouvé par les quelques pièces mécaniques trouvées dans le tumulus sur la montagne. On a toujours pensé que nous ne saurions jamais rien de la forme physique des créatures qui vivaient sur la planète numéro 3. Pendant des siècles, nos artistes ont représenté des scènes de l'histoire du monde mort, le peuplant de toutes sortes d'êtres fantastiques. La plupart de ces créatures nous ressemblaient plus ou moins, encore que l'on ait souvent fait observer que ce n'est pas parce que nous sommes des reptiles que toute vie intelligente doive nécessairement être reptilienne. Nous connaissons maintenant la réponse à l'une des questions les plus déroutantes de l'histoire. Enfin, après des siècles de recherche, nous avons découvert la forme et la nature exacte de la race dominatrice de la 3e planète. Un murmure de stupéfaction courut parmi les savants assemblés. Lentement, la surexcitation se calma et le conférencier reprit. Un des objets les plus déconcertants trouvés sur la 3e planète était un récipient de métal plat contenant une grande longueur de matière plastique transparente, perforée sur les bords et enroulée en bobines très serrées. À première vue, cette bande transparente paraissait totalement vierge, mais un examen au moyen du nouveau microscope subélectronique a révélé qu'il n'en était rien. Tout le long de la surface de cette matière, il y a des milliers, littéralement des milliers de minuscules images. On croit qu'elles ont été imprimées sur la matière par quelques moyens chimiques et se sont fanées avec le temps. Ces images composent apparemment une histoire de la vie telle qu'elle était sur la 3e planète à l'apogée de sa civilisation. Les scènes auxquelles vous allez assister maintenant nous ramènent de plusieurs milliers d'années en arrière, à la grande époque de notre planète sœur. Elles montrent une civilisation complexe dont beaucoup d'activités nous semblent difficiles à comprendre. La vie paraît y avoir été très violente et énergique, et beaucoup de choses que vous verrez vous plongeront dans la perplexité. Il est clair que la 3e planète était habitée par un grand nombre d'espèces différentes, dont aucune n'est reptilienne. C'est un coup porté à notre orgueil, mais la conclusion est inévitable. La forme dominante de vie paraît avoir été un bipède à 2 bras. Il marchait droit
et se recouvrait le corps de quelques tissus flexibles, peut-être pour se protéger du froid, puisque même avant l'ère glaciaire, la température de la planète était beaucoup plus basse que la nôtre. Mais je ne vais pas mettre plus longtemps votre patience à l'épreuve. Vous allez voir maintenant ces archives dont je vous ai parlé. Une lumière brillante jaillit du projecteur. On entendit un léger bourdonnement et sur l'écran apparurent des centaines d'étranges créatures allant et venant avec des mouvements assez saccadés. L'image s'agrandit pour montrer une des créatures et les savants purent constater que la description de l'historien était exacte. La créature possédait 2 yeux assez rapprochés, mais les autres ornements faciaux étaient plutôt obscurs. Il y avait un vaste orifice dans la partie inférieure de la tête qui s'ouvrait et se fermait continuellement. Peut-être cela avait-il un rapport avec la respiration de la créature. Médusés, les savants regardèrent l'être bizarre mêlé à une suite d'aventures fantastiques. Il y eut un conflit d'une violence incroyable avec une autre créature un peu différente. Il semblait certain que tous deux allaient être tués, mais quand cela fut terminé, ni l'un ni l'autre ne semblait s'en porter plus mal. Vint ensuite une folle randonnée sur des kilomètres de route, dans un appareil mécanique à 4 roues, capable d'extraordinaires exploits de locomotion. La randonnée se termina dans une ville bondée d'autres véhicules, se déplaçant dans toutes les directions à des vitesses vertigineuses. Personne ne fut surpris de voir 2 des machines entrer en collision de front avec des conséquences destructrices. Après cela, les événements se compliquèrent. Il était maintenant tout à fait évident qu'il faudrait de longues années de recherche pour analyser et comprendre ce qui se passait. Il était clair aussi que ces archives étaient une œuvre d'art, quelque peu stylisée, plutôt qu'une reproduction exacte de la vie telle qu'elle était en réalité jadis sur la 3e planète. La plupart des savants se sentirent complètement étourdis quand la séquence d'images prit fin. Il y eut un dernier mouvement confus, au cours duquel la créature qui avait été au centre de l'action se trouvait mêlée à quelques catastrophes formidables, mais incompréhensibles. L'image se contracta en un cercle dans lequel apparaissait la tête de la créature. La toute dernière scène était une vue agrandie de sa figure, exprimant manifestement quelque puissante émotion. Mais il était impossible de deviner si c'était de la rage, du chagrin, du défi, de la résignation ou tout autre sentiment. L'image disparut. Pendant quelques instants, de l'écriture apparut sur l'écran, et puis tout fut terminé. Pendant plusieurs minutes, un silence total régna, où l'on n'entendit que le doux froissement des vagues sur le sable. Les savants étaient trop ébahis pour parler. Le fugace aperçu de la civilisation de la Terre avait eu sur leur esprit un effet foudroyant. Et puis de petits groupes se mirent à converser, d'abord à voix basse, puis de plus en plus fort, à mesure que les implications de ce qu'ils avaient vu devenaient plus nettes. Enfin, l'historien réclama le silence et s'adressa de nouveau à l'assemblée. Nous projetons maintenant un vaste programme de recherche pour extraire de ce document toutes les connaissances possibles. Des milliers de copies ont été faites pour être distribuées à tous les chercheurs. Vous vous doutez des problèmes que cela représente. Les psychologues en particulier devront affronter une tâche considérable. Mais je ne doute pas de notre réussite. Qui sait si, dans une génération ou 2, nous n'aurons pas appris beaucoup de choses sur cette race merveilleuse. Avant de nous quitter, regardons une dernière fois nos lointains cousins, dont la sagesse surpassait peut-être la nôtre, mais dont si peu de choses ont survécu. Une fois de plus, la dernière image apparut sur l'écran. Immobile cette fois, car le projecteur avait été arrêté. Avec un respect presque craintif, les savants contemplèrent la silhouette immobile du passé, tandis que le petit bipède les regardait avec son expression caractéristique de mauvaise humeur arrogante. Pour le reste de l'éternité, elle symboliserait la race humaine. Les psychologues de Vénus analyseraient ses actions et observeraient ses moindres mouvements, jusqu'à ce qu'ils puissent reconstruire son esprit. Des milliers de livres seraient écrits à ce sujet. Des philosophies complexes s'élaboreraient pour expliquer son comportement. Mais tous ces travaux, toutes ces recherches seraient totalement vaines, puisque la fière et solitaire créature de l'écran souriait-elle ironiquement en se moquant des savants qui entamaient leur quête éternelle et infructueuse. Son secret resterait bien gardé jusqu'à la fin des temps, car maintenant personne ne saurait jamais lire le langage perdu de la Terre. Des millions de fois dans les ères à venir, ces derniers mots apparaîtraient sur l'écran, et personne jamais ne devinerait leur signification, libellée ainsi.
Mickey Mouse, une production Walt Disney. C'était Leçon d'histoire de Arthur C. Clarke, paru en 1949. Extrait des meilleurs récits de Startling Stories, 1977, édition J'ai lu. Arthur C. Clarke est aussi l'auteur de 2001 Odyssée de l'espace. À bientôt!